Bon, on va prier pour que la mise au point et la luminosité soient à peu près bonnes tout au long de cette vidéo, puisque j'ai toujours pas de retour et que c'est toujours aussi infernal. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan culturel où je vais vous parler de plein de super choses qui m'ont beaucoup émue ces derniers temps. J'ai cumulé beaucoup de grandes découvertes et j'ai aussi eu un peu un temps de digestion avant de pouvoir vous en parler, parce que je crois que c'est beaucoup d'œuvres visuelles ou pas forcément. En tout cas, c'est des œuvres qui m'ont assez bouleversée pour changer des trucs dans mon quotidien, dans comment je m'engage dans l'associatif. C'est des œuvres qui ont quand même changé pas mal de choses dans ma conception de l'univers. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais commencer par les séries. Il y en a 3 que j'ai vues sur les 2 derniers mois qui ont été hyper marquantes pour moi. Il y a la série Glow, qui est une série Netflix. J'en ai fait un post sur Instagram tellement c'est bien. C'est l'histoire de jeunes femmes qui se retrouvent par hasard avec un réalisateur pour faire un nouveau format télé, du catch féminin en fait. Et c'est comment elles vont monter leur groupe de catch, apprendre à en faire et monter cette émission de télé. C'est un peu tous des losers au début et ils essayent de s'en sortir dans cette industrie si compliquée de la télé et de l'acting, notamment parce que ça se situe dans les années 80 en Californie. Ce que j'adore, c'est comment ça dépeint la société américaine à cette époque-là, comment ça le fait avec énormément d'humour et de subtilité dans beaucoup de dialogues, mais surtout à quel point on parle de point de vue de femmes et on parle de féminisme et de ce genre de problèmes sociétaux sans jamais vraiment l'évoquer ou le pointer du doigt. C'est toujours très subtil dans la narration et ça nous ouvre plein de pistes de réflexion, que ce soit sur la maternité, sur le travail, sur est-ce qu'une femme peut être productrice ou non, sur la vente entre guillemets d'un corps de femme dans le produit final d'un film, quel rôle on leur donne, est-ce que effectivement elles s'émancipent à cette époque-là, leur place aussi dans leurs histoires d'amour avec le divorce, élever un jeune enfant, faire cohabiter travail et vie de famille. Bref, c'est vraiment une série que j'ai adorée, qui est hyper bien écrite, on s'attache aux personnages de fou, enfin moi ça m'avait rarement fait ça. J'ai énormément d'affection pour eux, ils m'ont vraiment fait du bien et voilà, je sais pas, il y a un truc vraiment très de l'ordre de l'affectif avec eux. C'est vraiment une série que je vous recommande parce qu'elle est à mourir de rire mais qu'en même temps elle fait vachement réfléchir et pleurer et que c'est très drôle et qu'il y a une forte identité visuelle. Pour le moment il y a 3 saisons, on s'ennuie jamais, il y a vraiment, ils arrivent à pousser l'intrigue à travers les différentes saisons et à toujours nous apprendre des choses. Donc voilà, je vous recommande vraiment vivement cette série. La deuxième série que j'ai découverte, c'est la série Years on Years. Encore une fois, j'en ai fait beaucoup d'éloges sur les stories Instagram notamment. C'est une série anglaise qui est disponible sur Canal, je crois, et HBO, mais il faudrait que je vérifie et ce sera précisé en barre d'infos. C'est une série d'anticipation en fait qui se passe 20 ans plus tard en Angleterre. On suit le parcours d'une famille, donc une grand-mère, ses 4 petits-enfants qui sont donc tous adultes, 2 hommes et 2 femmes, âgés entre 30 et 45 ans je dirais, et leurs enfants à eux aussi. Donc c'est comment ces familles, les histoires de ces familles s'entremêlent et en fait c'est quelle est la situation du monde 20 ans plus tard, que ce soit en termes de politique, en termes d'écologie, en termes d'intelligence artificielle et quels sont les enjeux et les problèmes que ça pose si on continue avec notre mode de vie actuel. J'ai trouvé ça hyper intelligent. C'est une série que je trouve vachement belle parce qu'elle invite à se poser beaucoup de questions, qu'elle est un peu coup de poing, c'est juste 6 épisodes d'1 heure mais ils permettent de vraiment reconsidérer ce qu'on fait de notre quotidien aujourd'hui. Moi ça m'a fait réfléchir à comment je m'impliquais en politique, dans ma manière de voter, et là où ça m'a fait réfléchir notamment c'est avec l'épisode 4 qui est un épisode sur la migration et le fait d'appartenir ou non à un pays et d'avoir sa place ou non dans ce pays-là. Et ça a vraiment été un gros choc. Je crois que ça a été une vraie réalisation pour moi d'un truc dont j'avais peu conscience en fait de ce que c'était comme réalité. Évidemment je voyais les images et les articles et j'en entendais parler etc, mais ça m'avait jamais fait un choc aussi fort qu'à ce moment-là. Peut-être parce que j'ai eu l'identification d'une jeune femme blanche dans un pays riche à qui le problème pourrait potentiellement arriver dans quelques années. En tout cas, l'identification a été assez forte pour que je décide de m'engager à la suite de ça dans une association et que je décide aussi de m'impliquer pour les droits des migrants, donc c'est pas rien et je trouve ça cool qu'une œuvre visuelle comme ça m'ait permis de m'ouvrir l'esprit et surtout de m'engager dans un truc qui compte. Voilà. Donc vraiment une super série, un peu angoissante mais vraiment
très 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 bien. La dernière série dont je vais vous parler, c'est une série que j'ai abordée dans le dernier expérience vlog, c'est la série L'Effondrement qui est sortie aujourd'hui, le lundi 11 novembre, sur Canal+, et qui sera postée je crois sur YouTube. C'est une série qui a été réalisée par Les Parasites, un collectif de 3 garçons qui font beaucoup de contenu sur YouTube de base, et là c'est leur première série. C'est une série de 8 épisodes de 15 minutes en moyenne, les épisodes se suivent pas forcément, et chaque épisode est un plan séquence. Et ça parle donc de la situation d'effondrement. Si elle arrivait, qu'est-ce qu'il se passerait dans un futur proche? Et là encore une fois, ça nous pose des questions de si on continue dans cette société-là de surconsommation et qu'il arrive une situation d'effondrement. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous mettrai des articles en barre d'infos pour comprendre. C'est toute la théorie de la collapsologie qui dit en fait que d'ici 20, 30, 50 ans, le monde qu'on tient aujourd'hui ne tiendra plus, qu'il y aura par exemple, ça pourrait être ça, un embargo sur le prix du pétrole, et que ça ferait en gros ça aurait des répercussions sur toutes les industries, sur tout notre mode de vie, et voilà, dans tous les pays. Donc ça commencerait évidemment par les pays pauvres, mais ça nous arriverait à nous aussi, petits bourgeois et pays développés et préservés. Mais la théorie de l'effondrement et de la collapsologie, j'espère que ça vous intéresse, et si c'est pas le cas, je vous invite à regarder les références que je vous mets en barre d'infos. Mais c'est la première fois que je vois une série sur ce sujet-là, qui est aussi engagée, aussi représentative de la réalité, aussi avec un message aussi fort aussi sur l'écologie, le développement durable et le truc gravissime vers lequel on fonce. C'est une série qui est coup de poing, qui est vraiment anxiogène et stressante et pas forcément agréable à regarder, mais elle est nécessaire à mon avis pour, encore une fois, s'ouvrir à la réflexion, remettre en question notre mode de vie, et puis tout simplement parce que c'est génial, les scénarios sont super, les acteurs sont très bien aussi, il y a aussi de la prouesse à faire ça que en plan séquence, ça joue aussi beaucoup de l'anxiété de cette série là, et juste parce qu'en fait c'est 3 garçons de 25 ans qui ont fait ça, je trouve ça démentiel et je trouve ça admirable, donc je vous invite vraiment à découvrir cette série là. Pour ce qui est des expositions, j'en ai fait pas mal, mais je vais un peu aborder que celles qui m'ont plu. Il y a notamment 2 expos en ce moment à Beaubourg. Donc il y a l'expo Bacon, une rétrospective sur Bacon et sur son travail à partir des années 73. De l'année 73, année à laquelle il a fait une grande rétrospective au Grand Palais, donc c'est quand même un pic de sa carrière, et c'est sur toutes les œuvres qu'il a réalisées après, une fois qu'on considère qu'il est un peu un artiste apaisé. Il est passé sur des problèmes de son enfance, ou en tout cas du début de sa carrière, sur des amours très violentes, des choses comme ça. Et là on voit qu'il est plus apaisé dans son travail, qu'il a plus de recul, il retravaille des peintures qu'il avait déjà faites auparavant. Si vous connaissez pas l'histoire de Bacon, je vous invite vivement à vous y intéresser parce que c'est un grand artiste irlandais et qu'il a une relation très vitale en fait avec ses peintures parce qu'on ressent beaucoup de violence de ce qu'il a traversé dans son enfance, dans ses relations d'amour homosexuel, dans son rapport à la boxe parce qu'il en faisait beaucoup. Bref, je suis pas là pour vous expliquer qui est Bacon, mais j'ai aimé cette exposition parce qu'en fait elle met en relation des textes qui l'ont inspiré, donc des pièces dans lesquelles on entend des textes, et les œuvres qui résonnent par rapport à ça. Et je trouve aussi que c'est un des plus grands masters du XXe siècle, donc si vous connaissez pas son travail, il faut aller le voir. Il y a une maîtrise de la couleur. De loin c'est impressionnant, mais de près encore plus quand on voit la maîtrise de sa technique en fait, qui est tellement propre à lui-même que je saurais même pas comment expliquer. De toute façon c'est pas mon métier, mais je saurais pas bien le faire, mais je vous invite à aller voir ça si vous en avez l'occasion, parce que c'est un des grands maîtres du dernier siècle, donc c'est super intéressant. Mais ce que j'ai préféré encore, c'est l'exposition Marcel Deschamps, ou Duchamp, ce sera précisé et écrit là parce que je me rappelle plus, qui est en fait un prix qui se passe tous les ans à Beaubourg, où il présente 4 artistes en vogue de l'année qui ont été choisis par rapport à un concours. Cette année il y a un des nommés qui est Éric Baudelaire, qui est un cinéaste qui a fait un projet que j'ai adoré, d'un film de 2 heures avec des élèves d'une classe de 3e. Il les a invités à filmer leur quotidien et à prendre part et à être réalisateurs. Alors malheureusement j'ai vu que 20 minutes de ce film là. C'est un film qui dure plus de 2 heures je crois et qui est projeté
3 à 4 fois par jour à des horaires précises, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Mais j'ai adoré cette manière de collaborer avec les étudiants, j'ai trouvé ça très vrai. Et en fait la manière dont c'était filmé, moi je suis tombée sur un bout d'un jeune étudiant roumain qui était en vacances de Noël en Roumanie chez lui et qui filme donc avec son portable son quotidien. Ce qui est super banal en soi de filmer la maison de sa grand-mère, le chemin, son petit cousin, le portail, et il détaille tout ça. Mais en fait il y a une espèce de forme de liberté, d'authenticité et de l'intimité d'un gamin de 3ème qui est partagé là-dedans, qui est hyper touchant et hyper intéressant. Donc je vais vraiment y retourner pour regarder le film en intégralité parce que ça m'a beaucoup plu ce projet-là. Et voilà, donc si ça vous intéresse aussi, je crois que ça dure pas très longtemps. Donc toutes les infos sont en barre d'infos si vous voulez aller voir cette œuvre audiovisuelle de cinéma un peu hybride. Et puis là cette semaine je suis allée à la Maison européenne de la photographie. Il y a l'exposition, la rétrospective Hassan Hajjaj. Hassan Hajjaj c'est un photographe du Maghreb qui essaye de photographier un peu le portrait de son pays, le Maroc. En fait dans cette exposition, comme c'est une rétrospective, il y a plusieurs séries qu'il a faites. Une série avec tous ses amis artistes qu'il a pris en photo en studio avec des postures et des vêtements hyper colorés, c'est vraiment identifiable en fait son travail. Il a aussi fait une série avec des jambes, il a fait une série un peu moins mise en scène sur la représentation des Marocains et ce qui dégage comme énergie, et il a fait surtout une série sur les femmes voilées, et c'est ce que j'ai adoré dans cette expo, c'est comment il a représenté les femmes voilées dans leur liberté. Et avec le débat actuel, j'ai trouvé ça hyper fort, hyper engagé, hyper beau, hyper libre aussi, ces femmes-là dans ces positions-là. Donc c'est un travail que j'ai trouvé très joyeux et ça fait beaucoup de bien en fait. Et il y a notamment, il a invité une artiste à faire aussi une petite expo. Cette artiste c'est... Cette artiste c'est Lamia Naji qui est une de ses amies, et il y a une salle qui lui est dédiée avec 3 de ses films qui passent en boucle, 3 ou 2 je sais plus. Et il y a notamment un film qui s'appelle Los Gatos si je ne m'abuse, sur la population madrilène en soirée. C'est juste des photos qui défilent, des photos en noir et blanc qui défilent sur une musique techno, et j'ai beaucoup aimé ce travail là, ça m'a vachement plu sur qui sont les madrilènes qui font la tête la nuit. Donc je vous conseille d'aller voir ça aussi. La Maison européenne de la photographie, c'est un de mes lieux préférés pour découvrir des photographes parce que je trouve leur sélection toujours super. Et encore une fois, ça n'a pas manqué, c'était vraiment bien. Pour ce qui est des spectacles, ce mois-ci, j'ai vu beaucoup de danse, enfin beaucoup. J'ai vu 3 trucs de danse, mais je vais vous parler que de 2 trucs. J'ai vu, enfin je suis allée au Walkfest, le festival organisé par le collectif Walk. La première journée c'était une journée de concert, mais la deuxième journée c'était une journée de battle. Et c'était trop bien, c'était la première fois que je faisais un battle et j'ai trouvé l'énergie ouf. J'ai découvert des danseurs de malade mental. Et il y a eu un duo sur les finalistes de Malbon Neige et Laura Nalla qui sont en couple dans la vraie vie, qui ont fait cette danse sur James Blake. C'est un des plus beaux trucs que j'ai vu de ma vie. C'était tellement d'émotions là condensées dans ce truc là, c'était hyper beau. Et de me dire que c'est un spectacle qui n'avait pas été préparé, qui était que de l'ordre de l'impro, j'ai trouvé ça ultra magique. Si vous voulez aller le voir, je crois qu'il y a pas mal d'images quand même qui sont sur internet et que vous pouvez en apercevoir des extraits. Mais je vous mettrai aussi en barre d'infos les Instagram des danseurs que j'ai découverts là-bas parce que vraiment c'était ouf. Et ouais, et j'ai adoré le Walkfest, c'était trop bien. Et hier du coup je suis allée voir au Théâtre du Châtelet le dernier spectacle de William Forsythe, je sais pas comment ça se prononce, qui s'appelle A Quiet Evening of Dance. C'est un spectacle qui regroupe 2 de ses spectacles qu'il a collés l'un à l'autre, et c'est un peu du ballet contemporain mélangé avec du breakdance. En fait il a pris tous les artistes de sa troupe qu'il connaît depuis longtemps, qui sont quand même des vieux danseurs entre guillemets, mais qui ont plutôt une moyenne d'âge de 40 ans que de 20, et qui font du contemporain, et il a inclus dans la troupe un breakdancer brésilien je crois, à qui il a voulu apprendre en 5 semaines la danse classique contemporaine, et du coup il a mélangé ça, et il y avait des trucs super intéressants. Je trouve que l'intégralité du spectacle avait pas une espèce de symbiose, c'était pas un seul objet, c'était bizarre, il y avait vraiment 2 tempos, la partie avant entracte et la partie après entracte,
mais il y a quand même des trucs qui étaient absolument sublimes, surtout dans la deuxième partie où t'as vraiment la confrontation des deux danses et des deux types de danseurs et cette communication entre eux. Ça faisait un super beau tableau, donc j'ai vraiment adoré ça et ça me plaît de plus en plus de voir de la danse comme ça, je me rends compte. Donc si vous avez des conseils de spectacle, n'hésitez pas à les partager parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de voir de plus en plus parce que ça fait du bien de diversifier ces formes d'art et ce par quoi t'es touché. Je pensais pas que ça me toucherait autant. J'ai hâte de voir d'autres œuvres de danse comme ça qui soient aussi fortes et belles. Donc voilà. On passe maintenant au cinéma parce que même si j'en parle tout le temps sur Radio Popcorn, il faut que je vous parle de certains films que j'ai vus aussi ici, ça compte pour moi. J'ai vu Girl, que je n'avais jamais vu, qui était sélectionné à un certain regard l'année dernière à Cannes, qui est un film, si je me trompe pas, belge, en partie en tout cas, qui est l'histoire d'un jeune homme qui est en transition pour devenir une jeune femme et qui fait de la danse classique et il a 15 ans. Et c'est juste ça, c'est un peu l'histoire de sa transition. Mais c'est fait avec énormément de poésie, de respect, d'intime, de douceur et de pudeur. Et j'ai trouvé ce film très 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 beau. Il me paraît important que tout le monde le voit, et pour son propos et pour sa forme esthétique. C'est vraiment très très beau. Et vous aviez été beaucoup à me le conseiller et je comprends pourquoi. Parce que c'est vraiment un très très beau film, très subtil, que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi découvert le documentaire Pour Sama, qui est un documentaire qui m'a pété le crâne, vraiment. Donc déjà, je voulais remercier le distributeur KMB au film qui m'a gentiment envoyé des invitations pour aller le voir. Vraiment, ça me fait tellement plaisir de pouvoir faire ça, de pouvoir avoir accès à des films grâce à cette chaîne YouTube. Et si je peux découvrir des choses de ouf et en plus les partager avec vous, bah c'est trop bien. Et pour ça m'a vraiment fait un choc de malade et je vous invite tellement à voir ce documentaire. C'est un documentaire qui a été réalisé par une femme journaliste syrienne entre 2011 et 2016, au début des manifestations à Alep et ensuite sur toute la durée du siège d'Alep en Syrie. Cette jeune femme, elle a fait partie des révolutions étudiantes et puis ensuite elle a essayé de se battre comme elle pouvait pour défendre son pays et sa ville. Donc avec son mari qui est un médecin, ils ont essayé de faire des hôpitaux et de sauver le maximum de personnes et ils ont tenu comme ça plusieurs mois. Et voilà, elle a filmé ça en fait et c'est... Sur l'humanité, c'est juste renversant, hein, bouleversant sur le conflit syrien aussi. Et il s'avère que pendant cette période-là, ils ont eu une petite fille, Sama, à qui est dédié ce film en fait. C'est vraiment un sublime documentaire d'une grande violence. Vraiment, il faut être préparé pour voir ce film-là. Parce que c'est extrêmement violent, c'est la réalité de ce qui se passe dans une ville assiégée, dans un pays en guerre qui a tout perdu et qui se fait bombarder à longueur de journée, où il y a des millions de victimes qui n'ont absolument rien demandé, qui peuvent être des enfants, des familles, des gens très jeunes, des gens plus vieux, mais enfin, c'est absolument atroce. Et là, elle le montre avec une grande sincérité. Et comme c'est dans la narration de son histoire à elle, on s'identifie tellement à tout ce qu'elle a traversé que... très fort. Bref, c'est de l'éducation pour moi, c'est ce genre de film qu'il faut absolument voir pour s'ouvrir à ce qui se passe à quelques kilomètres de chez nous, en tout cas quelques pays voisins, et quand on réalise à quel point on est lointain de tout ça, bah c'est effrayant. Et encore une fois, ça m'a vraiment donné envie de m'engager plus pour en fait juste me battre pour les droits humains, hein, et rien que ça, le respect de l'individu dans le monde entier, puisque en fait on est juste pareil qu'elle, c'est juste qu'on a eu la chance de pas naître et vivre au même endroit. Donc si vous avez l'occasion, allez absolument voir Pour Sama, qui est un documentaire qui me semble absolument nécessaire, qui est bouleversant et qui est grandiose, voilà. Je crois que c'était sur Canal que j'ai vu La Fête est finie. C'est un film réalisé par Marie-Garelle Weiss. Je crois que c'est son premier long métrage avec Zita Enro et Clémence Boinard, qui sont deux actrices qui sont exceptionnelles dans ce film-là. Et c'est vraiment pour la performance des actrices que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de deux tox de 20 ans qui se retrouvent dans un centre de désintoxication et comment elles vont affronter ça, se battre contre la drogue dure. J'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment pertinent et encore une fois c'est porté par deux actrices magnifiques qui m'ont beaucoup plu dans ce film là. Et c'est un sujet pareil qui était sensible et en même temps un peu violent et en même temps une réalité à laquelle tu peux t'identifier et j'ai trouvé ça super, donc j'avais envie de vous en parler parce que c'est un film que j'ai aimé aussi.
Et enfin, le dernier film que je voulais aborder ici, c'est un autre documentaire cette fois-ci qui est dispo sur Netflix, que j'ai vu il y a quand même un petit bout de temps, mais il fallait que j'en parle. C'est le documentaire The Sunshine Makers, qui est un documentaire sur comment une bande de jeunes dans les années 60 a décidé de produire du LSD en masse et de le vendre à travers tous les États-Unis, croyant que c'était le meilleur remède à la vie en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé ça super chouette. Super chouette parce que ça dédiabolise le LSD, que ça nous plonge aussi dans une réalité des années 60, que ça nous plonge aussi dans le cerveau de drogués qui sont pas des drogués tant graves que ça, mais qui sont plus des perchés du monde et qui ont une conception et une visualisation du monde qui est différente, qui est peut-être un peu plus poétique, un peu plus sous drogue aussi, mais qui est hyper intéressante, et ça m'a fait du bien cette dédiabolisation là en fait. Moi qui ai tendance à avoir un peu peur de la drogue de manière générale, et ben ça m'a fait plaisir de comprendre qu'est-ce qui est si attirant là-dedans, qu'est-ce qui est si merveilleux, et pourquoi il y a des gens qui vendent ça comme quelque chose de récréatif, d'exceptionnel. Voilà, donc c'était un voyage assez chouette, et j'ai adoré ces gens-là qui sont même pas des personnages vu que c'est leur vraie vie, mais qui racontent. Donc aujourd'hui c'est des vieux de 70 piges qui sont toujours aussi perchés, mais qui racontent ce que c'était leur jeunesse dans les années 60, et c'est digne d'un grand film en fait, la manière dont ils se sont fait poursuivre par le FBI, comment ils ont créé leur labo et tout ça. Vraiment c'est super chouette, donc je vous invite à voir ça si ça vous intéresse ce sujet-là. Je vais parler de 2 bouquins parce que c'est important quand même de lire, même si je le fais toujours aussi peu et que c'est aussi dramatique. J'ai lu Moi Christiane F, 13 ans, prostituée, droguée, c'est peut-être pas dans cet ordre-là, qui est un bouquin qui raconte l'histoire d'une jeune femme. C'est une histoire vraie en fait qui a été retranscrite sous forme de roman par 2 journalistes. Et c'est l'histoire de Christiane, cette jeune femme qui a dû faire face à la prostitution et à la drogue dès ses 13 ans. Elle vivait en Allemagne, on raconte son parcours d'enfant et qu'est-ce qui l'a amené à se droguer aussi jeune. Donc contexte familial, milieu social, vivre en banlieue proche de Berlin, et puis l'ennui principalement, et les rencontres aussi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est poignant, c'est vraiment, j'ai lu ce truc en 2 heures, ça m'a donné la nausée tout le long, mais c'était tellement intéressant, encore une fois, sur ce rapport à la dépendance et à la drogue, ouais. C'est drôle, hein, je parle beaucoup de drogue en ce moment, je crois que j'ai pas de problème avec ça, si vous en faites pas, non, vraiment pas, mais ouais, c'est un sujet, je pense, qui traverse aussi pas mal ma génération et qui me questionne beaucoup. Et ce bouquin m'a permis de répondre à pas mal de mes questions. Là, il s'avère que Christiane, elle était accro à l'héro, mais qu'elle est passée par toutes les autres drogues avant. Et ça permet vraiment de comprendre la difficulté dans laquelle on est quand on est justement dans le problème de ces drogues-là dont on n'arrive pas à sortir. Et c'est assez touchant et c'est violent, mais encore une fois, ça permet de découvrir une réalité qu'on conçoit pas forcément si on la vit pas. Et du coup, j'ai adoré, c'était vraiment, vraiment super. Donc je vous le recommande vivement. Et j'ai lu une BD ce mois-ci qui a été un peu aussi dans le thème de mes interrogations du moment, c'est-à-dire la fin du monde, la drogue, les migrants, enfin bref, tous ces trucs un peu immenses de l'humanité. C'est Préférence Système, une BD qui raconte pareil, une histoire dans un futur plus ou moins proche. Tout est gardé sous forme de données, mais il y en a tellement qu'on est obligé de sacrifier certaines données de l'ancien temps. Et du coup, ces données-là, c'est des données de type littérature, musique, œuvres d'art, films et tout ça. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les détruit, oui ou non? Et on est dans l'histoire de ce garçon dont c'est le métier de détruire ou non des fichiers. Et je peux pas trop vous raconter ce qui se passe ensuite parce que ce serait vous spoiler, mais pareil, c'est un questionnement sur qu'est-ce qui se passe dans une société où on aurait trop de données et on devrait sacrifier les œuvres d'art. Et c'est un peu une BD métaphysique qui nous invite à nous poser des questions sur notre monde actuel et le retour potentiel à un monde plus naturel, plus simple, plus sobre, plus calme, plus durable. Et voilà, en gros. Et bah j'ai beaucoup parlé et je suis en retard à mon rendez-vous, mais ça m'a fait trop plaisir de faire ce bilan culture. Je me rends compte que c'est vraiment un truc qui me plaît tellement et que je fais pas souvent.
Voilà, c'est bien dommage, mais je vais continuer à en poster de temps en temps. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des envies de voir des choses, d'entendre des choses, etc. N'hésitez pas à partager aussi vos coups de cœur du moment dans les commentaires en bas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau bilan culturel ou une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous.